Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Le journaliste Paul Leclerc était encore attablé à son bureau lorsque son téléphone vibra. Il était tard, mais il avait pris l'habitude de rester après les heures de bureau. Il aimait travailler dans le silence du soir, loin de l'agitation, des open space et des téléphones qui sonnaient sans cesse. Son ordinateur affichait encore le dernier article qu'il peaufinait pour la une du lendemain. Une enquête sur l'expansion des zones commerciales dans les petites villes. Un sujet intéressant mais rien de révolutionnaire. C'est alors qu'il remarqua une enveloppe posée sur le bord de son bureau. Elle n'était pas là lorsqu'il était arrivé le matin. D'ailleurs, personne n'avait mentionné une livraison spéciale. Paul se redressa, intrigué. L'enveloppe était faite d'un papier épais, un peu jauni, comme si elle avait été gardée pendant des années. Pas de nom, pas d'adresse, juste son prénom, Paul, écrit d'une écriture soignée. Il hésita une seconde avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva une lettre, tapée à la machine, avec des caractères légèrement décalés, comme si elle avait été rédigée sur une vieille machine à écrire. La note était brève, mais le ton était urgent. On y parlait de faits graves, de corruption institutionnelle et de noms que vous reconnaîtrez. Paul parcourut le texte 2 fois avant de s'arrêter sur une phrase. « Les décisions prises dans les coulisses de la mairie ne sont pas ce qu'elles paraissent. » Son cœur s'accéléra. Une révélation potentielle? Un scandale politique? Il jeta un regard autour de lui, mais la rédaction était déserte. Seul le bourdonnement de l'éclairage au néon accompagnait ses pensées. Une partie de lui-même voulait rejeter la lettre comme une plaisanterie ou une manœuvre d'un lecteur mécontent. Pourtant, une autre part était titillée. Si c'était sérieux, il devait en savoir plus. Paul chercha dans l'enveloppe, mais il n'y avait rien d'autre. Pas de coordonnées, pas d'explication, rien qui puisse lui indiquer qui avait déposé cette lettre. Et pourtant, l'écriture de l'adresse, Paul, lui semblait étrangement familière. Où avait-il déjà vu ces boucles légèrement inclinées? Il parcourut mentalement la liste de ses contacts, ses informateurs, ses collègues, mais rien ne lui vint à l'esprit. Il alluma une lampe de bureau pour examiner le papier de plus près. Les bords étaient légèrement effilochés, comme s'il avait été découpé à la main. L'odeur de l'enveloppe, vaguement rance, évoquait un grenier poussiéreux ou une vieille bibliothèque. Paul inspira profondément. Cette lettre semblait provenir d'une autre époque, comme un message qu'on aurait gardé en réserve pour le moment opportun. Il s'appuya dans son fauteuil, tapotant le papier contre le bord de son bureau. Le journaliste en lui, celui qui avait toujours rêvé de révéler des affaires d'envergure, voulait foncer, mais la prudence lui soufflait d'avancer lentement. Si cette lettre était un piège, une provocation destinée à l'embarrasser, ou pire encore, à le discréditer. Paul jeta un coup d'œil à son téléphone. Pas de nouveaux messages, aucun appel manqué. Il parcourut la pièce du regard. Il était seul, mais il se sentait observé. Peut-être était-ce l'excitation, ou bien l'angoisse. Quoi qu'il en soit, il savait une chose. Il ne pouvait pas ignorer cette lettre. C'était le genre de mystère qu'il avait toujours espéré rencontrer, celui qui pourrait faire basculer sa carrière. Il prit une grande inspiration et commença à prendre des notes, nommer les points clés de la lettre, les éléments vagues mais intrigants, les références implicites. Il se donna une règle, ne pas se précipiter, analyser chaque mot, chaque ligne, étudier la texture du papier, vérifier s'il pouvait remonter jusqu'à la source. Paul savait que pour résoudre ce genre d'énigme, il fallait être patient, méticuleux.
Il se pencha de nouveau sur le texte, soulignant les passages les plus énigmatiques. Vous comprendrez pourquoi j'ai dû rester anonyme. L'heure est venue de dévoiler la vérité. Faites-en bon usage, ou d'autres en pâtiront. Paul fronça les sourcils. Ces phrases semblaient calculées, écrites par quelqu'un qui connaissait parfaitement le pouvoir des mots. Le journaliste sentit une bouffée d'adrénaline. Il ne s'agissait plus d'un simple fait divers ou d'un reportage de routine. C'était le genre d'affaire qu'il lisait dans les mémoires des grands journalistes d'investigation. Le genre qui pouvait tout changer. Mais pour l'instant, il n'avait qu'un bout de papier. Pas de nom, pas de preuve, juste une intuition. Et cette intuition lui disait qu'il ne devait pas laisser passer cette opportunité. Paul Leclerc venait peut-être de recevoir la lettre qui bouleverserait sa vie. Paul avait passé la nuit à relire la lettre, à noter chaque détail, chaque nuance. Le matin venu, il se retrouva devant une tasse de café tiède, incapable de détacher son esprit de cette mystérieuse missive. Si elle était authentique, cela signifiait qu'il avait entre les mains la pièce manquante d'un puzzle bien plus vaste. Mais avant de se lancer, il devait vérifier une chose. Qui avait pu écrire une lettre pareille? Sa première idée fut de retourner à son bureau. Peut-être qu'en fouillant dans les archives de ses anciens articles, il trouverait des indices, des dossiers restés ouverts, des sources qui n'avaient jamais voulu parler, des allusions à une corruption qu'il n'avait pas su creuser. Il arriva tôt, avant que la rédaction ne se remplisse, et s'installa dans la salle des archives. Les vieux articles, rangés dans des dossiers cartonnés, lui rappelaient ses débuts. À l'époque, il avait soif d'aventure, rêvant de révéler au monde des scandales retentissants. Et puis, la réalité du métier l'avait rattrapé. Des journées passées à couvrir des événements locaux, des querelles municipales, des faits divers. Rien qui ne ressemble à une conspiration d'envergure. Mais en feuilletant ces vieux papiers, Paul sentit quelque chose remonter à la surface. Un article, écrit il y a plusieurs années, attirait son attention. Il portait sur une série de décisions suspectes prises par la mairie. Des contrats attribués sans appel d'offres, des subventions dont personne ne semblait connaître l'origine, et un mystérieux conseiller municipal, Gérard Belmont, qui avait disparu de la scène publique du jour au lendemain. Paul se souvenait d'avoir interviewé cet homme. À l'époque, Gérard semblait stressé, presque paranoïaque. Il parlait de pression, de menaces voilées et d'une vérité qu'il était trop dangereux de révéler. Paul passa des heures à relire cet article, à fouiller dans ses notes. Ses carnets de l'époque étaient rangés dans un vieux tiroir qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Les pages jaunies regorgeaient de griffonnage, de numéros de téléphone, de remarques inscrites à la hâte. Et au milieu de ce fouillis, il tomba sur une note en particulier, un rendez-vous annulé à la dernière minute avec Gérard Belmont. Ce rendez-vous n'avait jamais eu lieu et quelques semaines plus tard, Belmont avait démissionné et quitté la ville. L'écriture de la note, bien qu'à peine lisible, ressemblait étrangement à celle de la lettre qu'il avait reçue. Était-il possible que Gérard soit revenu, après tout ce temps, pour lui fournir ces informations? Paul se souvenait de cet homme comme de quelqu'un d'intelligent, mais profondément inquiet. S'il avait écrit cette lettre, c'était peut-être sa façon de se rattraper et de libérer un secret qu'il avait gardé trop longtemps. Paul décida de retrouver Gérard Belmont, mais les recherches s'avérèrent compliquées. Une rapide recherche en ligne ne donna rien. Aucun profil sur les réseaux sociaux, aucun article récent, aucune trace dans les bases de données publiques. Paul se tourna alors vers les documents officiels, annuaires, registres municipaux, listes électorales. Après des heures de recherches infructueuses, il tomba enfin sur une piste. Une adresse en banlieue, un pavillon apparemment modeste. Le journaliste nota cette information, bien décidé à s'y rendre. Sur le chemin, il ressassait les mots de la lettre. Les décisions prises dans les coulisses de la mairie. Que s'était-il réellement passé? Et pourquoi Gérard avait-il choisi de se manifester maintenant, après tant d'années? Paul espérait trouver des réponses à ces questions en rencontrant cet ancien élu.
Lorsque Paul arriva à l'adresse indiquée, il trouva une maison modeste, presque banale. Un jardin mal entretenu, une clôture rouillée, des volets qui semblaient n'avoir pas été ouverts depuis des lustres. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Après plusieurs tentatives, il fit le tour de la maison, espérant trouver un signe de vie. Mais tout était silencieux. Le journaliste ne savait pas quoi faire. Retourner chez lui ou attendre encore un peu. Il décida de rester, espérant qu'un voisin ou un passant pourrait lui donner des informations. Au bout d'une heure, une femme âgée qui semblait habiter la maison d'à côté s'approcha. « Vous cherchez Gérard ?» demanda-t-elle, le regard méfiant. Paul hocha la tête. « Oui, je suis journaliste. J'aimerais lui poser quelques questions. Savez-vous s'il est là ?» La femme hésita puis secoua la tête. « Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Il a des absences, vous savez. Parfois, il part pendant des jours, sans prévenir. » Ce n'était pas la réponse qu'il espérait, mais cela confirmait que Gérard vivait bien ici. Il remercia la voisine et retourna vers sa voiture, son esprit bouillonnant. S'il ne pouvait pas parler à Gérard tout de suite, il allait devoir trouver une autre façon de progresser. La lettre, l'écriture, les indices dans ses anciens articles, tout cela formait un puzzle qu'il devait assembler. De retour, chez lui, Paul alluma une lampe, se servant un nouveau café. Il étala ses notes sur la table et se remit à analyser chaque détail. Gérard avait disparu, mais il n'était pas hors de portée. Paul le retrouverait. Et lorsqu'il y parviendrait, il obtiendrait enfin les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. La rédaction du quotidien, à cette heure avancée de la soirée, baignait dans une atmosphère feutrée, éclairée par le scintillement des écrans d'ordinateur et le chuchotement discret des journalistes encore présents. Paul se tenait devant une carte du centre-ville, accrochée au mur, un stylo entre les doigts. La missive qu'il avait reçue ne mentionnait qu'un lieu de rencontre, une place au cœur du quartier historique. Mais il n'était pas certain qu'il s'agisse de l'emplacement exact ou d'une fausse piste destinée à brouiller les pistes. Il était environ 22 heures lorsque son collègue Laura entra dans la salle commune, un dossier à la main. Elle avait suivi de loin l'histoire de Paul, plus par curiosité que par conviction, et ne put s'empêcher de lancer « Tu comptes vraiment y aller tout seul sans savoir ce qui t'attend ?» Paul haussa les épaules. « Et pourquoi pas? La lettre est explicite. L'auteur veut se rencontrer là-bas, à minuit. C'est peut-être risqué, mais si j'y vais pas, je n'aurai jamais de réponse. » Laura posa le dossier sur un bureau et croisa les bras. Et si c'était un piège? Si quelqu'un voulait te faire taire ou te détourner d'une piste importante? Le journaliste resta silencieux un moment, fixant la carte. Il savait que Laura n'avait pas tort, mais il savait aussi que les grandes histoires ne se trouvent pas sans un minimum de prise de risque. J'ai déjà vérifié les alentours. C'est une place publique, pas une ruelle sombre. Si quelqu'un voulait me tendre un piège, il choisirait probablement un endroit plus isolé. Laura soupira et, après un moment d'hésitation, murmura « Fais juste attention. Préviens quelqu'un. Prends ton téléphone. » Il acquiesça puis se concentra à nouveau sur ses préparatifs. Il annota la carte, nota les possibles issues, réfléchit à l'itinéraire le plus rapide pour y arriver. Quand tout fut prêt, il quitta la rédaction, laissant Laura seule dans le silence des écrans en veille. À minuit moins 10, Paul se trouvait au bord de la place. Le quartier historique, habituellement animé, semblait presque désert. Les boutiques étaient fermées, les réverbères éclairaient faiblement les pavés mouillés par une pluie récente. Seuls quelques passants isolés traversaient rapidement, capuche relevée ou parapluie à la main. Il avança prudemment jusqu'au centre de la place, sous une ancienne horloge suspendue à un bâtiment historique. Le silence était presque total. Pas de voiture, pas de musique, juste le bruit de ses propres pas et le battement régulier de sa montre. Il attendit quelques minutes, son regard scrutant les coins et recoins de la place. Personne ne semblait s'approcher. Puis, soudain, un mouvement à la périphérie de son champ de vision attira son attention. Une silhouette sortit de l'ombre d'un porche, vêtue d'un long manteau sombre, et s'avança lentement vers lui. Paul sentit son cœur s'accélérer.
Était-ce l'expéditeur de la lettre, un informateur, un étranger qui se trouvait là par hasard? La silhouette se stoppa à quelques mètres de lui, assez près pour qu'il puisse distinguer un visage partiellement dissimulé par une écharpe. « Vous êtes Paul Lambert ?» demanda une voix rauque. Il hocha la tête, ne quittant pas la personne des yeux. « Oui. Et vous êtes ?» L'inconnu hésita un instant, puis sortit de sa poche une enveloppe. « Ceci devrait répondre à certaines de vos questions. Lisez-le. Mais sachez que tout ce que je vous dis ici est dangereux. Si vous décidez d'aller plus loin, il n'y aura pas de retour en arrière. » Paul prit l'enveloppe, son esprit tourbillonnant de questions. L'inconnu recula rapidement, s'enfonçant dans l'obscurité avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Il resta seul au centre de la place, avec cette enveloppe dans la main et le sentiment étrange que cette rencontre n'était que le début d'un labyrinthe encore plus complexe. Le journaliste se hâta de rentrer chez Louis. Une fois à l'abri, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une seconde lettre, plus concise mais non moins énigmatique. Elle contenait des instructions, un lieu précis, une date et surtout un avertissement sévère. Venez, seul. N'informez personne. Vous pourriez mettre votre vie et celle des autres en danger. Paul sentit une montée d'adrénaline. Qui était cette personne? Pourquoi ces précautions? Et surtout, pourquoi lui avoir envoyé cette lettre en premier lieu? Pour la première fois, il se demanda si cette histoire, si fascinante soit-elle, ne risquait pas de lui coûter bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Dans les jours qui suivirent la mystérieuse rencontre, Paul tenta de rassembler ses idées et d'organiser les informations qu'il avait récoltées. La nouvelle lettre lui avait donné une date et un lieu. Une ancienne maison de maître, située en périphérie de la ville, à l'orée d'une forêt dense. Ce manoir, longtemps abandonné, portait avec lui un air de mystère et d'inaccessibilité. Mais au-delà de la fascination qu'il pouvait susciter, Paul ne parvenait pas à se débarrasser d'une sensation désagréable. Tout cela semblait trop calculé. On l'attirait quelque part, volontairement, comme si chaque étape de cette énigme avait été soigneusement orchestrée. Le soir venu, il prit la décision de se rendre au manoir. Malgré les mises en garde et les conseils de prudence de Laura, il ne pouvait résister à l'appel de ce mystère. Les réponses qu'il cherchait semblaient se cacher là, et il n'était pas homme à reculer devant un obstacle, aussi dangereux soit-il. La route jusqu'au manoir était tortueuse, mal éclairée, serpentant à travers des collines et des bois presque impénétrables. Le GPS de Paul semblait hésiter, perdant parfois le signal, l'obligeant à s'arrêter à plusieurs reprises pour s'assurer qu'il ne faisait pas fausse route. L'humidité de la nuit, combinée à la brume qui s'épaississait à mesure qu'il approchait, ajoutait une couche de tension à son voyage. Quand il arriva finalement devant le portail rouillé du manoir, il fut frappé par l'atmosphère du lieu. Le bâtiment se dressait là, imposant, avec ses fenêtres brisées et sa façade rongée par le temps. Les ombres des grands arbres dansaient sur ses murs sous l'effet du vent. Paul resta un moment dans sa voiture, observant, écoutant. Mais, à part le bruit du vent dans les feuilles, tout semblait calme. Il prit une profonde inspiration, sortit de la voiture et poussa le portail. Celui-ci émit un grincement sinistre, presque caricatural. La cour était envahie par les herbes hautes et les gravats. Il avança prudemment, son cœur battant à tout rompre, s'attendant à tout moment à voir surgir quelqu'un ou quelque chose. L'intérieur du manoir, bien que délabré, révélait des traces de grandeur passée, des escaliers monumentaux, des fresques effacées et des lustres tombés au sol. Il alluma sa lampe de poche, progressant lentement. Chaque pas résonnait, chaque planche grinçait sous son poids, amplifiant l'étrangeté des lieux. Au bout d'un couloir, il trouva une porte entrebâillée. Derrière elle, une grande pièce qu'il devina être l'ancien salon. Un canapé en lambeaux, une cheminée à moitié effondrée, et au centre de la pièce, une table sur laquelle se trouvait un objet, un carnet noir. Paul s'approcha,
pris de curiosité. Il ouvrit le carnet et découvrit des pages couvertes d'une écriture serrée, presque illisible par endroits. Les mots semblaient raconter une histoire, celle d'un individu traqué, d'un homme ayant découvert quelque chose de trop grand, de trop dangereux. Plus il lisait, plus il sentait une tension grandir en lui. Le carnet mentionnait des noms qu'il avait déjà croisés dans ses recherches, des lieux qui semblaient correspondre à des indices épars qu'il avait recueillis. Une phrase, en mélanésian particulier, attira son attention. Le journaliste qui découvrira cela doit être prêt à disparaître, car la vérité n'est pas seulement un fardeau, elle est une condamnation. Cette mise en garde le fit frissonner. Il referma le carnet brusquement, comme si le simple fait de le tenir était une menace. Soudain, un bruit venant de l'étage le fit sursauter. Un craquement, léger, mais distinct. Paul éteignit sa lampe de poche, se réfugiant instinctivement dans l'ombre. Il resta immobile, retenant son souffle. Peut-être n'était-ce que le bois qui travaillait sous l'effet de l'humidité, ou peut-être n'était-il pas seul. Le bruit ne se répéta pas, mais Paul sentit qu'il était temps de partir. Il glissa le carnet dans sa poche et sortit aussi discrètement que possible. Une fois à l'extérieur, il se hâta vers sa voiture, lançant un dernier regard vers le manoir. Il lui semblait que derrière une des fenêtres du premier étage, une silhouette l'observait. Mais la nuit et la brume rendaient toute certitude impossible. Sur le chemin du retour, Paul ne put s'empêcher de revoir les phrases du carnet dans son esprit. Chaque mot résonnait comme une mise en garde. Il se demandait s'il avait fait une erreur en suivant cette piste, s'il était allé trop loin. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait plus reculer. Le carnet détenait des informations cruciales, des réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. Désormais, il n'était plus seulement un observateur. Il était une partie intégrante de cette histoire obscure. Rentré chez lui, il posa le carnet sur son bureau, s'assit et se prit la tête entre les mains. Sa vie de journaliste avait été remplie d'enquêtes complexes, mais jamais il ne s'était senti aussi isolé, aussi vulnérable. Une chose était sûre, la vérité qu'il poursuivait avait un prix. Et ce prix, il commençait à en sentir le poids. Malgré les avertissements tacites et les indices alarmants, Paul ne put résister à la tentation d'explorer plus profondément le contenu du carnet noir. Les noms mentionnés, les descriptions vagues de lieux cachés et les fragments de correspondance lui donnaient la sensation qu'un réseau obscur d'individus influents se déployait juste sous la surface. Il savait que s'il pouvait établir un lien direct entre ces personnages et les événements récents, il pourrait enfin publier une histoire qui ébranlerait la scène politique et économique. Cependant, chaque avancée dans ses recherches s'accompagnait d'une vague d'angoisse. Paul sentait une présence insaisissable autour de lui. Des voitures banalisées stationnées trop longtemps près de chez lui, des appels sans réponse, et même une sensation étrange de déjà-vu lorsqu'il marchait dans la rue. Ses nuits devinrent de plus en plus agitées. Son sommeil troublé par des rêves où des visages flous l'accusaient, des silhouettes lui tournaient le dos avant de disparaître dans l'ombre. Pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. L'histoire était trop importante. Paul commença à rassembler méthodiquement les éléments collectés au fil des semaines. Il relut des articles anciens, des archives poussiéreuses, des notes griffonnées sur des serviettes de café. La trame qui se dessinait sous ses yeux était complexe. Des entreprises écrans dissimulant des transferts de fonds, des politiciens corrompus impliqués dans des contrats douteux et des figures de l'élite économique qui semblaient bénéficier d'un traitement de faveur en échange de contributions secrètes. Mais le carnet contenait aussi des choses plus troublantes, des mentions répétées d'une organisation connue sous le nom de la Fondation. Une entité apparemment philanthropique, mais dont les traces financières et les connexions avec certains événements dramatiques évoquaient une toute autre réalité. Pour corroborer ces informations, Paul décida d'interroger des sources confidentielles.
Il recontacta d'anciens informateurs, des employés frustrés, des responsables en disgrâce. Certains refusèrent de parler, terrifiés par ce qu'ils savaient ou par ce qu'ils pourraient perdre. D'autres lui donnèrent des indices cryptiques, comme si révéler trop d'informations pouvait signer leur arrêt de mort. Chaque conversation, même la plus banale, laissait une impression persistante de danger. Un jour, alors qu'il sirotait un café dans un petit établissement discret, où il avait donné rendez-vous à une source, un homme s'assit à sa table. L'homme, vêtu d'un costume impeccable, avec un regard froid et une expression neutre, lui tendit une enveloppe. Avant que Paul ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme murmura « Faites attention à vos choix, monsieur Lefebvre. Tout le monde n'apprécie pas votre curiosité. » Puis il se leva et sortit sans un mot de plus. L'enveloppe contenait une seule feuille de papier sur laquelle était écrit « Certains secrets ne sont pas faits pour être découverts ». Cet avertissement, loin de le décourager, poussa Paul à redoubler d'efforts. Il savait qu'il était proche de quelque chose d'énorme, d'une vérité que d'autres voulaient désespérément cacher. Mais il était aussi conscient qu'il marchait sur une corde raide. La moindre erreur pourrait lui coûter cher. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un soir, en rentrant chez lui, il trouva la porte de son appartement légèrement entrebâillée. Il s'arrêta, son souffle suspendu. Il recula lentement, sortit son téléphone et appela un ami journaliste qu'il savait de confiance. En attendant que l'ami arrive, il resta à l'écart, son esprit tournant à toute vitesse. Et s'il était devenu une cible? Et si ses recherches l'avaient conduit trop loin? Quand son ami arriva, ils entrèrent ensemble. L'appartement ne semblait pas avoir été fouillé, mais le carnet noir n'était plus sur son bureau. Paul se sentit étrangement soulagé. Si quelqu'un l'avait pris, cela signifiait peut-être qu'il était jugé inoffensif désormais, mais cela signifiait aussi qu'il n'avait plus aucune preuve physique de ce qu'il avançait. Tout reposait désormais sur ses notes mentales, sur les documents qu'il avait pris soin de sécuriser ailleurs. Malgré la disparition du carnet, Paul était plus déterminé que jamais. Les ombres qui se refermaient sur lui ne faisaient qu'aiguiser son instinct de journaliste. L'enjeu était trop grand pour reculer. Il se promit de ne plus jamais garder une seule copie d'informations cruciales en un seul endroit. Et surtout, il décida qu'il ne se laisserait pas intimider. Il trouverait un moyen de raconter cette histoire, quelles qu'en soient les conséquences. Déterminé à retrouver la vérité, Paul consacra ses jours et ses nuits à démêler les fils de cette sombre conspiration. Ses sources lui avaient laissé entrevoir l'existence de lieux secrets où des rencontres cruciales avaient eu lieu, des discussions qui auraient cimenté des pactes opaques et permis à certains de s'enrichir dans l'ombre. Mais sans preuve tangible, ces allégations ne restaient que des soupçons. Paul devait donc trouver ces lieux et, si possible, y collecter des indices qui donneraient enfin de la consistance à ses révélations. Son enquête le mena d'abord dans les quartiers feutrés de la capitale, là où se croisent politiciens, magnats de l'industrie et figures médiatiques. À force d'insistance et en échange de quelques faveurs, Paul parvint à rencontrer une ancienne assistante parlementaire. Réfugiée dans une petite ville en bordure de la capitale, elle accepta de parler à condition que son identité ne soit jamais révélée. Elle lui raconta comment elle avait été témoin de réunions dans des hôtels de luxe où se décidaient des contrats juteux pour des multinationales. Ces rencontres se faisaient à huis clos, loin des caméras, et les participants utilisaient des pseudonymes pour éviter toute trace. Mais ce n'était pas tout. Elle mentionna un endroit spécifique, un manoir isolé à la périphérie de la ville, connu pour être un lieu de rendez-vous discret entre certains membres influents. Paul décida de se rendre sur place. Il loua une voiture et parcourut les routes de campagne, s'enfonçant dans des chemins de plus en plus étroits. Après plusieurs heures, il atteignit enfin le manoir. C'était une bâtisse imposante mais décrépite, entourée d'un jardin envahi par la végétation. Le portail principal était fermé à clé, mais une section de la clôture s'était affaissée,
offrant une entrée discrète. Paul hésita un instant, observant les fenêtres sombres et les murs recouverts de lierre. Puis, d'un pas résolu, il passa par l'ouverture et s'approcha de l'édifice. À l'intérieur, l'atmosphère était glaciale. Le hall d'entrée était vaste, mais abandonné. Des feuilles mortes s'étaient amassées dans les coins, et une odeur de renfermé imprégnait l'air. Paul alluma une petite lampe torche et commença à explorer. Chaque pièce semblait figée dans le temps. Des meubles poussiéreux, des rideaux déchirés et des tableaux accrochés de travers. Mais au bout d'un long couloir, il trouva une porte qui semblait plus récente que les autres. En l'ouvrant, il découvrit une salle de réunion étonnamment bien conservée. La pièce était petite mais luxueuse, avec une grande table en acajou, des fauteuils en cuir et un mini-bar rempli de bouteilles encore scellées. En fouillant les tiroirs, Paul mit la main sur plusieurs documents. Des contrats signés avec des initiales, des notes manuscrites mentionnant des noms de code et même un agenda indiquant des dates de futures réunions. Ces éléments ne prouvaient pas tout, mais ils donnaient des pistes concrètes. Il photographia chaque page avec son téléphone, puis remit tout en place pour ne pas éveiller les soupçons. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, il remarqua une petite caméra fixée dans un coin du plafond, presque invisible dans la pénombre. Quelqu'un surveillait peut-être encore les lieux. Cette idée lui glaça le sang et il décida de partir immédiatement. Sur le chemin du retour, son téléphone se mit à vibrer. Il y avait un message anonyme. « Vous êtes allé trop loin ». Paul sentit une montée d'adrénaline. Il comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Les forces qui cherchaient à dissimuler la vérité savaient maintenant qu'il avait découvert leur cachette. Mais cela signifiait également qu'il était sur la bonne piste. S'il pouvait se protéger, s'il pouvait publier ses informations rapidement, il aurait une chance de déjouer leur manœuvre. Les jours suivants furent frénétiques. Paul contacta plusieurs collègues de confiance, leur confiant des copies, des photos et des notes. Il savait que s'il disparaissait, il continuerait son travail. À travers ce réseau discret d'amis et de journalistes, il espérait garantir que la vérité éclaterait, quoi qu'il arrive. Mais il savait aussi que la partie ne faisait que commencer. Les ténèbres qui entouraient cette affaire ne se dissiperaient pas facilement et les prochains jours allaient probablement être les plus dangereux de toute sa carrière. Paul savait qu'il avait besoin d'un soutien pour assurer la sécurité de ses découvertes. Il fit appel à un ancien confrère, David, un journaliste indépendant avec qui il avait déjà collaboré sur des enquêtes sensibles. David, réputé pour sa discrétion et son professionnalisme, accepta de rencontrer Paul dans un café discret du centre-ville. Paul apporta une partie des documents qu'il avait récupérés et expliqua la situation. David, en écoutant attentivement, hocha la tête à plusieurs reprises. « Si ce que tu dis est vrai, ce dossier pourrait bouleverser bien des choses, » murmura David, le regard perçant. « Mais il faudra des preuves irréfutables. » Paul acquiesça. « C'est pour ça que je t'en parle. J'ai l'intuition que tout ne se trouve pas dans ces papiers. J'ai besoin de remonter la piste, de comprendre qui tire les ficelles et pourquoi. » David réfléchit un instant, puis suggéra d'examiner les comptes bancaires liés au nom de code mentionné dans les documents. Les deux hommes s'accordèrent sur un plan. Pendant que Paul continuerait de creuser sur le terrain, David s'occuperait des aspects financiers. Ils établiraient un contact quotidien et si l'un d'eux ne donnait pas de nouvelles, l'autre devait immédiatement activer un plan de sauvegarde. Une fois cette alliance scellée, Paul se remit au travail. Il commença par revisiter certaines sources qu'il avait négligées. Une ancienne secrétaire, qui avait travaillé pour une des personnalités impliquées, lui confia sous le sceau de la confidentialité qu'elle avait souvent vu des documents marqués d'un symbole particulier, un triangle inversé, disparaître mystérieusement des archives. Elle se souvenait également d'un coffre-fort dans une résidence secondaire, un endroit où son patron s'isolait fréquemment. Paul décida de se rendre à cette adresse. La maison, située dans une banlieue aisée, semblait abandonnée, mais ces informations indiquaient que des documents cruciaux pourraient y être cachés. Il patienta jusqu'à la tombée de la nuit, puis s'introduisit discrètement par une fenêtre laissée entrebâillée.
À l'intérieur, la maison respirait l'opulence délaissée, des lustres poussiéreux, des tapis persans défraîchis et une odeur d'humidité envahissant chaque pièce. Après avoir exploré plusieurs chambres, il trouva enfin le bureau. Derrière un tableau représentant une scène pastorale, il découvrit un coffre-fort encastré dans le mur. Paul avait anticipé cette éventualité et avait appris à manipuler les systèmes de base. Après de longues minutes de tension, le coffre s'ouvrit avec un clic distinct. À l'intérieur, il trouva un carnet en cuir noir, des disques durs externes et plusieurs enveloppes contenant des relevés bancaires. Paul empaqueta tout et quitta les lieux sans tarder. De retour chez lui, il examina le contenu. Le carnet en cuir contenait des notes codées, mais certaines abréviations correspondaient aux noms de code des documents précédents. Les disques durs nécessiteraient une expertise technique, mais Paul était certain qu'ils renfermaient des données compromettantes. Quant aux relevés bancaires, ils montraient des transactions régulières vers des paradis fiscaux, ainsi que des paiements à des sociétés écrans. Il contacta immédiatement. David et lui transmit une copie des relevés bancaires. Le lendemain, David confirma que ces données établissaient un lien direct entre certains noms de code et des individus influents. L'étau se resserrait, mais les dangers aussi. Paul commença à remarquer des voitures stationnées près de chez lui plus longtemps que d'habitude. Des appels anonymes le laissaient nerveux. Les intimidations s'intensifiaient, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Pour renforcer ses chances, Paul envoya un exemplaire complet des documents à une organisation journalistique internationale. Il leur expliqua qu'il préférait rester anonyme pour l'instant, mais qu'il était prêt à collaborer s'il vérifiait et validait ses découvertes. En parallèle, il continuait de travailler avec David pour consolider leur dossier. Paul savait que la publication de cette enquête risquait de changer sa vie à jamais. Mais il était prêt à faire face à ses conséquences, convaincu que dévoiler la vérité était la seule option. Chaque pas qu'il faisait l'amenait plus près du but et chaque décision qu'il prenait le rapprochait de ce moment décisif où il pourrait enfin révéler les secrets qui tourmentaient sa carrière. David avançait prudemment sur le quai désert de la gare abandonnée. Les lumières scintillaient faiblement au-dessus de sa tête, projetant des ombres mouvantes sur les murs délabrés. Le bruit de ses pas sur les vieilles planches de bois résonnait dans l'obscurité, rythmant l'angoisse croissante qui lui enserrait la poitrine. Il savait que ce rendez-vous risqué était sa meilleure chance de comprendre ce qui était arrivé à Paul. Depuis des jours, les messages de Paul avaient cessé. Aucun signe de vie, aucun indice, juste ce silence lourd et oppressant. Puis, ce matin-là, un courriel anonyme lui était parvenu, indiquant l'heure et le lieu de cette rencontre. Gare du Sud, 22h, venez seul. David avait hésité, mais sa détermination l'avait emporté. Il n'avait pas informé les autorités. Ces dernières avaient montré peu d'enthousiasme à enquêter sur une affaire aussi complexe, surtout lorsque des noms influents étaient impliqués. Et puis, il ne pouvait pas être sûr que la police n'était pas infiltrée. En approchant du bout du quai, il distingua une silhouette. Un homme en manteau long, une casquette vissée sur la tête, se tenait à l'ombre d'un vieux panneau publicitaire. David avança lentement, ses sens en alerte. « Vous êtes David ?» demanda l'homme, d'une voix grave, presque inaudible. « Oui. Et vous, qui êtes-vous » L'homme sortit une enveloppe épaisse de sa poche et la tendit à David. « Je suis un ami de Paul. Il m'a demandé de vous transmettre ceci si jamais il disparaissait. Lisez tout et prenez vos précautions. Vous êtes en danger. » David prit l'enveloppe, ses doigts tremblant légèrement. « Où est Paul? Est-il toujours vivant ?» L'homme regarda autour de lui, comme s'il s'attendait à être suivi. « Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait découvert des choses qui ne devaient pas être découvertes. Les gens impliqués ne reculent devant rien. Vous êtes sur leur radar maintenant. » « Qui sont-ils exactement ?» insista David, mais l'homme recula, visiblement nerveux. «
Ce que contient cette enveloppe devrait vous donner des réponses. Mais faites vite, ils savent que vous êtes ici. » Et sur ces mots, l'homme s'éclipsa dans l'obscurité, laissant David seul avec l'enveloppe. Il ne perdit pas de temps. Se cachant derrière un vieux banc, il ouvrit le paquet et en sortit des photocopies, des notes manuscrites de Paul et une clé USB. Les documents confirmaient certaines hypothèses qu'ils avaient formulées ensemble, des connexions directes entre des figures publiques influentes et des transactions douteuses, des comptes bancaires offshore et même des noms de code qui correspondaient à des projets confidentiels. Mais ce n'était pas tout. Parmi les notes, Paul avait écrit une liste de lieux. Il y avait une ancienne usine désaffectée, un manoir reculé et un bâtiment gouvernemental oublié. Chacun de ces lieux, selon Paul, renfermait des preuves cruciales. David réalisa que cette quête était loin d'être terminée. S'il voulait honorer la mémoire de son collègue et mettre à jour la vérité, il devait suivre ses pistes, coûte que coûte. En repartant de la gare, l'enveloppe sous le bras, David sentit l'adrénaline le gagner. Malgré la peur et les doutes, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Paul comptait sur lui, et plus important encore, la vérité devait éclater. Dans le cœur de cette nuit obscure, David se tenait devant l'ancienne bibliothèque municipale, ses vitraux poussiéreux évoquant une gloire passée. Cet endroit, jadis un sanctuaire de savoir et de tranquillité, avait été abandonné depuis des années, laissé à l'abandon. Les rumeurs locales murmuraient qu'il abritait des secrets enfouis et des âmes errantes. Mais pour David, cet endroit représentait une nouvelle piste, un fragment supplémentaire du puzzle complexe que Paul avait laissé derrière lui. La clé USB récupérée quelques jours plus tôt contenait un fichier crypté, et c'est ici que Paul semblait avoir caché le mot de passe pour le décrypter. David inspira profondément et poussa la porte principale. Elle grinça, son écho se répercutant dans les couloirs sombres comme un cri lointain. Il alluma sa lampe torche et la fit glisser le long des murs tapissés de rayonnage. Des étagères entières s'étaient écroulées, les livres dispersés sur le sol, leurs pages jaunies par le temps. C'était comme entrer dans un sanctuaire oublié, un temple déserté où la sagesse s'était muée en poussière. Dans ses recherches préliminaires, David avait découvert que Paul venait souvent ici avant sa disparition, sous prétexte de consulter des archives oubliées. Mais il savait désormais que Paul ne s'y rendait pas pour de simples recherches historiques. La bibliothèque abritait des indices liés à ses découvertes journalistiques, des notes codées dans la marge de vieux ouvrages, des pages glissées dans des reliures érodées, et peut-être même des fragments de correspondance confidentielle. David se dirigea vers le centre de la salle principale, où trônait un immense bureau en acajou, couvert d'une épaisse couche de poussière. Il s'agenouilla et commença à fouiller les tiroirs. Les premières minutes ne révélèrent rien d'extraordinaire, des plumes anciennes, des fiches cartonnées, quelques journaux défraîchis. Mais alors qu'il tirait le dernier tiroir, il sentit une résistance. Il força légèrement et, à l'intérieur, un carnet jauni apparut, sa couverture en cuir craquelée par les années. Il ouvrit le carnet avec précaution. Les premières pages contenaient des notes cryptiques, des codes alphanumériques, des schémas et même des illustrations d'objets étranges qu'il ne pouvait identifier. Puis, à mesure qu'il feuilletait, il tomba sur une phrase soulignée plusieurs fois. Dans la salle des archives du sous-sol, l'éclairage s'éteint à minuit. Le sous-sol. David n'avait pas encore exploré cette partie de la bibliothèque. Il savait que l'immeuble avait été scellé par les autorités locales des décennies auparavant, et que le sous-sol servait autrefois de dépôt pour des collections spéciales et des documents confidentiels. Armé de son carnet et de sa lampe, il se dirigea vers un escalier de pierre caché derrière une rangée d'étagères effondrées. L'air devint plus froid et plus humide à mesure qu'il descendait. Les murs suintaient d'eau et d'oubli. À mi-chemin, il entendit un grincement étrange, comme si quelqu'un l'observait. Mais il se concentra sur son objectif, trouver ce que Paul avait laissé derrière lui. Au bas de l'escalier,
Une immense porte de métal barrée de chêne se dressait devant lui. Une vieille serrure rouillée trônait en son centre. Heureusement, Paul avait prévu cela. Dans le carnet, une clé était insérée dans une découpe du cuir et il s'en servit pour déverrouiller la serrure. La porte s'ouvrit avec un gémissement métallique, révélant une vaste salle baignée d'une lumière douce et artificielle, bien que défaillante. David entr'ouvrit les lèvres, impressionné par l'étendue de l'espace. Des rangées d'armoires en métal, des classeurs et des étagères de bois couraient le long des murs. Une odeur de papier moisi, d'encre ancienne et de mystère flottait dans l'air. Il avança, examinant les dossiers étiquetés de dates anciennes. Mais il savait que ce qu'il cherchait était plus récent. Un rayon au fond de la pièce portait une mention écrite à la main sur un carton délavé. Fichier confidentiel, dernière mise à jour, 1978. Il fouilla ce rayon et finit par trouver une boîte en métal scellée, dont la serrure semblait avoir été bricolée récemment. En l'ouvrant, il découvrit une pile de documents, mais surtout un morceau de papier plié sur lequel était écrit « Mot de passe, archive, Paul 2024 ». C'était le code qu'il cherchait, la clé qui ouvrirait le dernier fichier crypté. Son cœur battait plus vite. Paul avait bien prévu tout cela. Et maintenant, David était sur le point de percer le mystère que son ami avait risqué sa vie pour dévoiler. En sortant du sous-sol, il sentit un mélange d'accomplissement et d'appréhension. Il tenait enfin la pièce manquante du puzzle. Mais il savait aussi que chaque réponse menait à une nouvelle question et que sa quête pour la vérité était loin d'être terminée. Dans le dernier acte de cette épopée mystérieuse, David se tenait dans la demeure abandonnée où tout avait commencé. Les preuves accumulées au fil des découvertes formaient un tableau complexe. Paul n'avait pas seulement révélé des scandales politiques ou des manœuvres industrielles douteuses. Il avait mis à jour un réseau tentaculaire reliant des figures influentes de la presse, de la finance et même de l'art. À travers ses notes, ses enregistrements audio et les lettres qu'il avait laissées derrière lui, un motif clair se dessinait. Des vérités gênantes avaient été étouffées, des carrières brisées et des vies entières effacées pour préserver un statu quo. La maison, maintenant enveloppée dans une lumière de crépuscule, semblait plus vivante que jamais. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant passer une brise douce qui faisait danser les rideaux fanés. David, après avoir exploré chaque pièce, chaque recoin, s'était arrêté dans le salon principal. Sur la table basse trônait une enveloppe à son nom. Tremblant légèrement, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une lettre manuscrite de Paul. Le texte, écrit d'une main rapide mais ferme, contenait les dernières pensées de son ami. Paul expliquait son choix de tout révéler, même si cela signifiait mettre sa propre vie en danger. La vérité, écrivait-il, n'est jamais facile à dire. Mais il est encore plus difficile de la taire, surtout lorsqu'on sait qu'elle pourrait aider tant de gens. Il parlait de son amour pour le journalisme, de sa passion pour la justice et de son désespoir face à un monde où les puissants dictaient les récits. Paul avait fait des ennemis, et il le savait. Mais il espérait que ses sacrifices ne seraient pas vains. David, assis dans le fauteuil de Paul, sentit une émotion profonde monter en lui. Il comprit enfin toute l'ampleur de ce que son ami avait voulu accomplir. Le mystère entourant sa disparition n'était pas seulement une intrigue à résoudre, c'était un appel à l'action, un rappel de l'importance de la vérité et du courage nécessaire pour la défendre. David savait que son propre rôle ne faisait que commencer. Avec la lettre en main, il jeta un dernier regard autour de la pièce. Chaque meuble, chaque livre, chaque photographie sur les murs semblait porter une partie de l'âme de Paul. Et bien qu'un sentiment de perte l'envahisse, David ressentit également une force nouvelle. Il quitta la maison, la tête haute, prêt à faire ce qu'il fallait pour honorer l'héritage de son ami. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.
Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.